Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, l'esprit sportif. Bonsoir mes amis et bienvenue à ce troisième numéro du club. Les éliminatoires du Mondial 2018 en Russie, chez nous et ailleurs, mais aussi la fin de l'état de grâce de Zinedine Zidane au Real Madrid parmi les principaux sujets de débat dans le club ce soir. Le sommaire, c'est parti. Face à une sélection gabonaise très peu en vue, eh bien les Lions de l'Atlas ont ramené le point du match nul de Franceville pour leur entrée en lice dans ces éliminatoires du Mondial 2018. Un point, c'est tout, alors que les hommes d'Hervé Renard auraient pu prétendre à un meilleur résultat. D'autant que dans l'autre rencontre du groupe, la Côte d'Ivoire, elle, a dominé le Mali 3-1. L'Algérie à l'arrêt. Les Fennecs contraints au partage des points par le Cameroun à Blida, un partout. Des Fennecs sous pression avant le déplacement le mois prochain au Nigeria, vainqueur en Zambie. La Tunisie, elle, de son côté, a assuré le minimum vital face à la Guinée, 2-0. Après l'état de grâce, l'heure des premiers obstacles. 4 matchs d'affilée sans victoire. Une série évidemment qui fait désordre. Et Zidane en est conscient. En première ligne, le technicien français doit remettre la Maison Blanche d'aplomb. C'est son plus grand défi depuis sa prise de fonction. Rebonsoir donc et j'accueille pour ce troisième numéro du club notre consultant là où on pratique le meilleur football de la planète. La Liga Española, ça tombe bien, c'est aussi l'un des meilleurs consultants du club. Que dis-je, le meilleur d'entre nous, monsieur Frédéric Hermel. Bonsoir Fred. Bonsoir Janelle, bonsoir les amis, bonsoir à tous. Un grand bonheur pour moi d'être ici au Maroc ce soir. Alors Fred, bien sûr, que vous retrouvez tous les lundis et jeudis sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale avec les émissions l'après-match le lundi et l'avant-match le jeudi. Fred, aussi consultant et correspondant de plusieurs médias internationaux à Madrid, grand spécialiste du Real pour la fameuse émission L'After sur RMC, pour El Chiringuito également, l'émission très célèbre en Espagne sur la chaîne La Sexta. Et bien sûr sur Real Madrid TV, ce qui explique des fois les analyses très objective de Fred Hermel quand tu parles du Real Madrid. C'est ma marque de fabrique, être au plus près de l'information pour pouvoir vous donner l'information la plus véridique possible. Et la plus objective aussi. L'objectivité n'existe pas, je me contente d'être honnête, ce qui est déjà pas mal. Avec nous également la revenante, Julie Rosselin. Julie, tu m'excuseras, je n'ai pas commencé par toi, mais tu comprends pourquoi. Évidemment que je le comprends. En revanche, du coup, tu en as fait quand même un sacré paquet sur Frédéric. Et du coup, moi, je suis juste la revenante, donc peut-être tu aurais pu rajouter quelques qualificatifs, genre sa maman l'adore. Aussi, si tu veux, tu sais, il peut te casser d'entrée. Sa maman l'adore, sa grand-mère l'aime bien. La plus brillante d'entre nous, et que sa maman suit à la télé en ce moment même depuis elle se soit Paris. endormie sur la présentation de Fred, c'est possible parce qu'elle a été longue quand même. Elle a été longue, mais il le mérite bien. Il le mérite bien et ça commence avec nous également. Reda Allali, bonsoir Reda. Bonsoir à vous. Comment ça va? Ça va super bien, alhamdoulilah. Oui, ça suffit, ouais. C'est déjà beaucoup. Mais tu es très fort, Fred, tu es très fort. Parce qu'on va parler du Real même quand il joue pas. Voilà. Et c'est normal, le Real est tout le temps présent partout dans le monde. Exactement. Et notamment au Maroc, c'est un club tellement aimé ici. Non, mais c'est vrai, on est. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Non, le Barça. Et c'est vrai que les Espagnols sont très fiers que la Liga soit aussi suivie ici au Maroc. Mais avant de parler de la Liga et des problèmes de ton Real Madrid, Fred, ça sera dans la seconde partie du club. Le week-end dernier, c'était bien sûr la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, en tout cas la phase finale, la troisième phase des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et l'équipe du Maroc a ramené un match nul du Gabon face aux Panthères. Et bien sûr, c'est un point, mais aussi beaucoup de questions avant la réception de la Côte d'Ivoire. Ça sera à Marrakech le 7 novembre prochain.
0 but et 0 point pour les Lions de l'Atlas et les Panthères lors de leur premier duel sur la route du Mondial 2018. Dans le morne stade de Franceville, sur une pelouse très mauvaise, les hommes d'Hervé Renard ont été solides mais peu dangereux offensivement. La meilleure occasion du match a été pour les locaux à la 68e. Malik Evouna a débordé sur la droite et a centré sur la tête d'Aubameyang, mais le gardien Mounir a réalisé une belle parade, sauvant les siens d'une entame de parcours catastrophique dans ces éliminatoires. Pour le reste, le 3-5-2 une nouvelle fois utilisé par Renard aura globalement pris le dessus sur l'organisation de jeu gabonaise, mais on n'a jamais senti cette sélection marocaine capable de prendre le dessus avec 0 tir cadré tout au long de la rencontre. Un contenu largement perfectible pour les Lions de l'Atlas. Certains vont se satisfaire de ce résultat ramené de l'extérieur face à un adversaire qui ne réussit plus aux coéquipiers de Belhanda depuis 2009 et face auquel l'équipe du Maroc reste sur 3 défaites de rang. D'autres affirment que l'équipe du Maroc a laissé filer 2 précieux points face à des Panthères qui ne font plus peur et qui étaient largement à sa portée si elles s'étaient montrées plus audacieuses, plus ambitieuses. Prochaine sortie des Lions, le 7 novembre à Marrakech face aux éléphants de Côte d'Ivoire, tombeur du Mali 3-1 lors de cette première journée. Et là, il n'y aura plus de calcul à faire. La victoire et rien que la victoire pour rester en course pour ce mondial 2018 en Russie. La victoire, donc, et rien que la victoire pour ce prochain match de l'équipe du Maroc. Ça sera à Marrakech, comme je vous le disais tout à l'heure, le 7 novembre. Alors, Reda, un match nul face au Gabon, une sélection, on en parlait la semaine dernière, on restait sur 3 défaites d'affilée face à cette sélection gabonaise, une sélection qui n'était pas en grande forme, samedi à Franceville. Alors toi, tu es plutôt bouteille à moitié vide ou à moitié pleine? Moi, je vais être très honnête, moi je ne sais pas très bien analyser ce match. On a vu quelque chose de... Si tu veux analyser le résultat, bon on verra plus tard. Si tu arrives à battre la Côte d'Ivoire en novembre, on va dire que ça aurait été une bonne opération. Si tu galères, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces groupes comme ça, un seul qualifié, tu souffres très vite. Ouais. Voilà. Après, et surtout, il n'y a pas beaucoup de matchs, il n'y a que 6 matchs. Moi, je veux dire, je comprends pas très bien. Enfin, je suis pas d'accord avec 2-3 petites choses que j'ai entendues. La première, c'est qu'on parle de manque d'audace. Bon, sur l'équipe qui était posée sur le terrain n'était pas venue chercher le match nul, avec Belhanda, Bossofa, Al-Arabi. Abassi a raison. Pas tellement. Sincèrement, c'était pas un schéma frileux. Vu le dispositif tactique, effectivement, bien sûr que c'était un schéma frileux. Mais bien sûr que c'était un schéma frileux. Pourquoi ? Bien sûr que c'est un schéma frileux, parce qu'à aucun moment, et il faut revoir le rôle, par exemple, qui était celui de Tanan et aussi de Nordin Amrabat, c'était justement pour couvrir les côtés et empêcher les Gabonais de retrouver... Au final, tu parles de regret, c'est les Gabonais qui ont la plus grosse occasion. Ils en ont une, effectivement. Oui, mais la plus grosse. On en a eu 0, en fait. Voilà. Ouais. Alors là où je te parle de matchs difficiles à analyser, c'est que d'abord c'est un niveau technique très pauvre de la part des 2 équipes. C'était, je le dis encore une fois sans joie, mais c'était pénible à regarder. C'était brouillon. La deuxième un peu moins que la première. C'était brouillon. Et en fin de match, j'ai l'impression qu'on a un peu perdu pied physiquement. Et on s'est retrouvé justement à la merci d'un 1-0 plus que d'un 0-1. Maintenant, c'est très difficile à analyser. On a passé des qualifs africaines beaucoup. On sait que tu vas jamais faire un grand match comme ça à l'extérieur. On sait que, je sais pas dans quel état est la pelouse, mais ça a peut-être beaucoup à voir avec la qualité du jeu. C'est pour ça que... Est-ce qu'on s'attend à de l'esthétisme? Est-ce qu'on s'attend à de l'audace? On s'attendait à de l'engagement, il y en a eu. Ah non, on s'attend à l'efficacité. Il y en a eu. Il y a eu de l'engagement. Ouais. Après, sur le plan d'un jeu collectif ou de quelque chose d'un peu agréable à l'œil ou d'efficace, on n'a rien vu, tout simplement. Je suis assez d'accord avec Reda, c'est vrai que c'était très pauvre et véritablement très ennuyeux à regarder. Après, pardon, mais c'est assez réel. Je trouve que techniquement, c'était vraiment faible. Voilà. Après, j'ai trouvé, en fait, finalement, c'est surtout en comparant ce match-là avec le match de ce soir, le match face au Canada, où je me rends compte que je pense qu'en plus de l'élément négatif technique, effectivement, je suis d'accord avec toi, le moins physique de la fin. Je pense qu'il y a également le côté psychologique parce que tu te rends compte que sur le match de ce soir, il y a quand même beaucoup plus de création que lors du match face au Gabon. Mais c'est une équipe qui ne sait pas voyager. De toute façon, ça fait 10 ans qu'on traîne ces stades comme un boulet. Je n'ai pas souvenir de beaucoup de points à ramener de l'extérieur, premièrement. Deuxièmement, c'est une équipe qui a un gros problème avec l'Afrique. Enfin, il faut le dire, tout simplement.
D'où ma surprise quand on accueille le Canada, entre parenthèses. Ouais. Voilà, parce que je vois pas très bien la stratégie, mais Donc bon, si tu dis ça, ça a dû m'échapper. Si tu dis ça, est-ce que finalement le match nul c'est pas une bonne chose? Est-ce que du coup il vaut mieux pas voir la bouteille en effet à moitié pleine et se dire t'as réussi à te déplacer, t'as réussi à ramener un point, parce que ce match on aurait pu facilement le perdre aussi, et là ça aurait tout de suite compromis complètement les chances de qualification. C'est pour ça que le ton de ce qu'on a entendu, avec des regrets, 2 points de perdus. Moi j'ai surtout vu l'action du match. Pour moi c'est Monnier qui sort le ballon sur cette espèce de parade réflexe sur sa ligne et qui nous sauve le résultat. Parce qu'à ce moment-là, c'est le seul moment où on est vraiment collé à nos buts, défense basse, la souffrance, quoi. On a eu un moment de souffrance. Il y a eu tout de même une domination, mais pratiquement sans aucune occasion, 0 tir cadré pour cette équipe marocaine lors de ce match. Mais il y a eu plus de contrôle de ballon, il y a eu moins de danger en première période. C'est en seconde période, après justement l'occasion manquée, la superbe parade de Mounir, que la défense marocaine a un petit peu risqué de prendre l'eau. Mais moi je suis d'accord avec Julie, je pense qu'il y a un blocage, quelque chose qui ne va pas dans la tête. Ouais, on a l'impression que ça joue avec le frein à main, ça joue avec l'angoisse, ça joue sans joie déjà. Et ça a traversé Zeki, Renard, Guéret. On trouve, il n'y a pas d'enthousiasme. On a l'impression que l'Arabie se promène au front de l'attaque. On a l'impression qu'il va falloir 50 occasions pour en mettre une au fond. On a l'impression que tous les centres. Voilà, quand Talan arrive à déborder, Bossofa de l'autre côté, Lazare, voilà. Bon, les centres, déjà pour les ajuster, on a l'impression que c'est très très rare. Et après, quand le centre arrive plus ou moins à la surface, tu as l'Arabie tout seul là. Comme si c'était Batistuta, on compte que sur lui pour marquer un but. Non mais c'est vrai, c'est pas le goléador du siècle. Après je sais pas, sincèrement on verra. Rien n'est perdu, rien n'est gagné. C'est un point à prendre. Mais sincèrement, si on n'arrive pas à faire la différence à domicile contre la Côte d'Ivoire, on va très vite être en difficulté. Voilà. Et je le répète, moitié vide, moitié plein, au milieu, quoi. Moitié. Au milieu. On va entendre quelqu'un qui, pour lui, c'est un très très bon point ramené de Franceville, vu toutes les conditions. C'est notre consultant à Paris, spécialiste du football africain, qui était à ta place la semaine dernière, Hervé Pelot. Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh ben, bon résultat du Maroc ce week-end, parce qu'il fallait prendre ce point au Gabon. Gabon qui est une équipe qui espérait évidemment commencer par un résultat beaucoup plus positif. Et j'avais vu Aubameyang, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, qui était très confiant avant cette rencontre et qui espérait faire un coup. Et là, on a eu un Maroc très solide défensivement, en dépit de nombreuses absences. Ah bah Reda, je sais, il va dire mais il n'y a pas d'absence au Maroc parce qu'il n'y a aucun joueur marocain qui s'est vraiment imposé dans cette équipe. C'est faux. Il y a quand même des joueurs majeurs. Un joueur comme Benatia, qu'on le veuille ou non, c'est un joueur qui joue d'un très très haut niveau. Vous avez Obadi au milieu de terrain, qui est un peu la courroie de transmission, le joueur très utile de l'ère Hervé Renard. Et puis Bouffal devant, depuis qu'il est arrivé, on sent qu'il est capable de faire des différences. Donc sans ces joueurs-là, on a vu quand même un Maroc solide, costaud, capable de s'opposer et de laisser très peu d'occasions aux Gabonais, sauf une tête d'Aubameyang, sauvée de manière formidable par Mounir. Mounir, bravo, plaque, c'est un arrêt exceptionnel. Ça permet aux Marocains d'entrevoir l'avenir avec pas mal d'optimisme. Alors, on a vu une attaque parfois un peu fébrile, en difficulté, notamment El Arabi, que j'ai trouvé lourd, trouvant difficilement des espaces, alors que son remplaçant, El Nessiri, un joueur à suivre. Attention, ce joueur-là, dans les années à venir, pas maintenant car il est encore un jeune, mais il a montré les qualités, jeu de tête, prise de profondeur, combat, vrai combattant, très intéressante. Donc, le Gabon maintenant, le Maroc, pardon, maintenant, va s'attaquer à l'ogre ivoirien, champion d'Afrique en titre, qui a atomisé le Mali 3-1. Mais la Côte d'Ivoire, qui a montré aussi certains déficits derrière, j'ai trouvé que tout ne fut pas exceptionnel. Simplement devant, il ne faut pas leur laisser d'espace, vu la qualité de leurs attaquants. C'est pour ça que ce résultat au Gabon est très très important, car il va permettre maintenant de voir ce que peut faire le Maroc contre, allez, on va dire, le favori du groupe, qui est la Côte d'Ivoire. Une victoire et ça lancerait véritablement la course à la qualification sur de bons rails. Ça leur permettrait d'avoir 4 points avant de recevoir le Mali, et une nouvelle victoire, ça ferait 7 points, ce qui serait énorme pour un début de compétition. Donc aujourd'hui, le match de Marrakech vaudra beaucoup, parce qu'il ne faudra pas à côté de ça perdre. Alors là, ce serait l'échec total et la crainte d'une élimination future. Donc soyez tous à Marrakech, ça va être énorme. J'attends ce match avec impatience. Alors toujours en forme, Hervé. Juste une. Ça fait 20 ans que je le connais comme ça. Juste une petite. Pas de question sur sa santé mentale. Non, pas du tout. Juste une petite rectification. Le match, bien entendu, Maroc-Côte d'Ivoire, ça sera le week-end du 11-12 novembre. Match très important, et vu qu'il n'y a que 6 matchs et vu que
on s'attend jusqu'à ce que ça soit, en tout cas dans le meilleur des cas pour la sélection marocaine, une confrontation directe entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Eh bien, ce match-là, il faudra juste le gagner. Coup près. Ouais. Oui, ben voilà, on se retrouve dans une situation, on a, de toute façon, encore une fois, c'est la structure des éliminatoires de la zone Afrique. C'est dur. Par rapport à l'Europe, c'est... Une équipe passe. Il n'y a pas de barragiste, il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de meilleur deuxième, il y a une équipe qui passe, voilà. Si tu prends pas les points à domicile... Tu peux pas... Tu joues tout sur un match, finalement. Ouais. Mais Sur le match contre l'autre favori. Et ça, c'est terrible. Et ça laisse quand même beaucoup moins de chances de rattrapage que dans la zone Europe, par exemple. Et en double confrontation. Et par exemple, j'ouvre juste une petite parenthèse, par exemple, pour les éliminatoires en Europe. Par exemple, on a vécu le week-end dernier le choc Espagne-Italie. Eh ben, le choc Espagne-Italie, quel que soit le résultat, et l'Espagne et l'Italie peuvent se qualifier à la Coupe du Monde en tant que meilleur deuxième. Oui, après, ça change au niveau de la confiance de ton équipe, quand même. Et puis en plus, d'être il y a premier beaucoup ou de d'être matchs. deuxième. Il y a beaucoup de matchs. Il y a beaucoup de matchs. Donc un nul peut se rattraper. Alors qu'on a l'impression que dans la zone Afrique, un nul, c'est déjà un petit problème. Non, on pourrait se dire, on va se sauver par le jeu. Et regarder comment cette équipe évolue en termes de circulation de ballon, de combinaison, d'aller vers l'avant. Bon, elle stagne à ce niveau-là. Mais on a suffisamment d'expérience pour savoir que tu peux très bien traverser les éliminatoires avec une défense costaud, gagner tes matchs à domicile et t'en sortir. Voilà. Donc on peut même pas mettre la barre très haut à cause justement, encore une fois, des conditions, parce que cette équipe du Maroc est une équipe du Maroc qui a l'habitude de jouer sur des terrains européens. Donc c'est-à-dire que même le Gabon, c'est pareil. Globalement maintenant, partout en Afrique, c'est le même constat. Non, la pelouse samedi était pas bonne. Ouais, elle était pas bonne du tout. Elle Mais était elle était pas bonne pour les le monde. deux. Et ce qui est inquiétant d'ailleurs, alors qu'on est à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule là-bas au Gabon. Maintenant, c'est un argument qui n'est pas recevable. Non, si c'est un argument pour voir la qualité de ce qu'on a vu, bien entendu. Oui, moi je te garantis que tu mets un classico sur cette pelouse. Ça ne pénalise pas que ton équipe. Ah, mais je parle pas de notre équipe, je parle de ce qu'on a vu. Parce que le Gabon, on n'a rien montré de glorieux. Hein. Ah bah non. Voilà, on est d'accord. Ah, on est d'accord, Le Gabon donc qui... D'où la pauvreté. C'est pour ça que la pauvreté du match, peu de contenu, et tu commandes quoi? 1-0-0. Tu commandes un score. Alors on va dire c'est bien, c'est pas bien, mais on le verra plus tard. Voilà. Globalement, sur le plan du foot, on n'a rien vu. Il te dit arrête, il te dit change de sujet. Non, mais c'est vrai, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Je suis désolé. On n'a rien vu et peut-être l'une des bonnes nouvelles, en tout cas pour l'équipe du Maroc, malgré donc les absences, même Reda n'est pas d'accord. En tout cas, il y a une constance maintenant depuis qu'Hervé Renard est ici, c'est que cette équipe ne prend plus de buts. Un but concédé, je pense, en 7, plus le match d'aujourd'hui, en 8 matchs. Et à la dernière minute d'un match où l'équipe du Maroc était d'ores et déjà qualifiée face à la sélection libyenne. Le Maroc affronte la Côte d'Ivoire, donc, une sélection ivoirienne qui a, elle, répondu présente, une victoire, 3-1, face à une sélection malienne qui a offert beaucoup de cadeaux, surtout la défense. Et voilà, ils vont venir à Marrakech en leader. Voilà, ils vont venir à Marrakech en leader et ça va être très compliqué. Voilà, on attend vraiment, c'est le jour où on attend enfin, je le dis franchement enfin parce que ça fait longtemps que je l'attends, de voir nos pros se surpasser. Voilà, être à 120%, faire un gros match, prendre les choses en main. Voilà, le match référence parce que je suis désolé depuis 2011, je pense Maroc-Algérie. On n'a jamais vu une performance aboutie. Jamais. Ouais. Jamais. Et on va de déception. On a tout de même battu avec Taousé le Mozambique 4-0. Voilà, ne fais pas parler de ce match, s'il te plaît, on a la télé. Ça va, vous n'êtes pas obligé de vous moquer. Non, mais... Là, ça s'appelle quand même se moquer complètement. J'aimerais bien aussi qu'on parle rapidement des autres sélections maghrébines. La Tunisie, tranquille. Une victoire 2-0. La Tunisie, comme souvent, a une chance incroyable. On en a parlé la semaine dernière au niveau du tirage au sort. Par contre, la Tunisie doit se méfier. On en a parlé aussi la semaine dernière de la République démocratique du Congo, qui a mis 4-0 à la sélection libyenne. Et puis match nul concédé par l'Algérie à domicile face au Cameroun. Et l'Algérie qui se trouve dans un groupe très compliqué avec notamment le Nigeria qui ne sera pas à la Coupe d'Afrique au Gabon en janvier, mais qui rêve de se qualifier pour la Coupe du Monde. Le Nigeria qui est allé gagner en Zambie et déjà donc la sélection algérienne est dos au mur. Et la décision est tombée aujourd'hui pour essayer de redresser la situation. L'entraîneur de la sélection algérienne, Rajevac, a été limogé. Il y a de la rapidité dans la prise de décision. Je ne sais pas s'ils perdent le prochain match, s'ils vont virer le suivant également. Je veux dire, on a quand même l'impression que
je sais pas, ça transpire l'amateurisme. Mais en même temps, je donne pas des leçons parce qu'on fait pareil. Hein. Je veux dire, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Mais quand tu regardes le contenu du match, ils ont fait une bonne première mi-temps. Il y avait de l'allant, il y avait du rythme. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Une équipe un peu déséquilibrée quand même. Ouais, Une équipe déséquilibrée et une équipe où il commence à avoir beaucoup de problèmes aussi entre les joueurs et surtout, à ce qui paraît, qu'il y a eu des querelles dans les vestiaires après le match, surtout pour ceux qui n'ont pas joué cette rencontre. À la fois, c'est compréhensible qu'il y ait des problèmes de statut parce que t'as un peu le joueur algérien, il y a un même prototype d'un joueur qui se décline en plusieurs noms, hein. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment le même style de joueur. Même physiquement, ils se ressemblent. 5 ou 6, quoi. Je n'irai pas jusqu'à physiquement, mais c'est vrai que du coup, c'est quand même très compliqué d'avoir au final une formation équilibrée. En plus, moi, j'ai trouvé personnellement qu'il y avait en défense quand même vraiment pas mal de problèmes. Moi, je comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe. Est-ce que parce qu'ils ont joué à Blida. Ouais, ils ont toujours à Blida. Il n'y a pas une meilleure pelouse que ça en Algérie. Parce que, non mais je suis en fait, je t'explique parce que comment tu peux il y a le grand stade, le stade du 5 juillet, voilà. Mais la fédération algérienne choisit toujours ce stade de Blida parce qu'il réussit très bien cette sélection. Je rappelle juste un chiffre, l'équipe d'Algérie restait sur 19 victoires à domicile sur 19 matchs. 19 victoires, c'est énorme quand même. Et il voulait pas, bien sûr, si tu gagnes 19 matchs dans n'importe quel stade, eh ben, tu vas pas le quitter ce stade. Et on parle aussi d'un certain Roland Courbis pour remplacer Rajevac et pour prendre en main Roland Courbis pour prendre en main cette sélection algérienne. Restez avec nous, on va se retrouver dans un instant. Oui, Reda, rapidement. Qui était intéressé, il fut un temps par la sélection marocaine, des clubs casablancais. C'est quelqu'un qui a beaucoup regardé du côté du Maghreb. Hein. Il est entré dans l'Algérie. Mais même au Maroc, il aurait bien voulu prendre des, enfin, c'est mes informations, prendre des clubs ou la sélection. C'est quelqu'un qui considère, par exemple, que l'équipe du Maroc, et on est nombreux à avoir cet avis, est en sous-performance depuis des années. Il connaît beaucoup de cette génération. Et là, il a quitté son poste de consultant de Rennes, des Libres, et il est à la recherche d'une aventure. Il collabore, comme chacun le sait, sur RMC, et c'est un bon copain. Mais c'est quelqu'un qui a envie de la pelouse, qui a envie d'être proche du foot, et pas simplement commentateur. Et Roland Courbis, qui a eu aussi beaucoup de réussite avec, en Algérie avec l'USMA, mais maintenant rien n'est fait encore. Ouais, est-ce qu'on est sûr qu'il ait vraiment une vision pour cette équipe d'Algérie-là? Il n'y a pas besoin de vision pour une opération pareille. C'est un homme de coup, c'est un homme de coup, c'est un homme de combat. On va essayer de qualifier l'Algérie. C'est quelqu'un qui a une telle... En tournoi, il sera bon. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît très bien le football, ça on le sait, c'est un bon entraîneur. Mais en plus, il a une telle personnalité qu'il est capable de cristalliser autour de lui. Il est capable de créer une sorte de meute de joueurs et d'aller tous dans le même sens. Et donc ça peut être une solution d'urgence, un petit électrochoc pour cette équipe d'Algérie. À court terme. Et puis après, on verra. Mais voilà, c'est quelqu'un. Ça peut marcher très rapidement parce qu'il peut susciter cet talent des joueurs. Ça, c'est évident. Le foot des sélections, c'est rarement des schémas techniques complexes. C'est rarement des. Parce que t'as pas le temps de les préparer. T'as pas le temps de les préparer. C'est un foot de commando. L'Algérie a beaucoup de talent sur la pelouse. Le Maroc aussi, peut-être moins, mais beaucoup de talent. Je pense que du coup, quand même, il faut les mettre à leur niveau. Il faut les mettre à leur niveau. Il faut les mettre à leur niveau et essayer d'en faire cette espèce d'esprit un peu de conquête. Voilà. Et ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'il était intéressé par le Maroc, parce qu'il pensait que globalement ce qu'on avait sur la pelouse était indigne de ce qu'on voyait. On va parler aussi des éliminatoires de la Coupe du Monde, mais zone Europe cette fois. Une victoire pour l'équipe de France à Amsterdam. C'était hier, victoire rassurante, Fred. Rassurante parce que d'un point de vue comptable, a priori, le grand rival au moment du tirage au sort de la France était les Pays-Bas. Et quand tu gagnes chez ton principal rival, eh ben, tu es content. Alors, on va pas se cacher la vérité. La France a fait un bon match contre la Bulgarie. La Bulgarie, c'est pas grand-chose. La France a fait un mauvais match hier soir aux Pays-Bas. Elle a gagné aussi, mais les Pays-Bas, c'est pas grand-chose non plus. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas. Moi, en tant que Français supporter de mon pays, même si j'habite en Espagne, j'aurais été ravi de voir une France flamboyante. Elle n'a pas été. Mais bon, les éliminatoires, c'est aussi compter, aller chercher des points. Défensivement, elle était très rassurante. Et pour les supporters de la Liga qui peuvent s'intéresser, par exemple, à un certain Varane, par exemple, Varane vraiment, il a fait un très très bon match. Il a fait un très bon match. Et notamment dans celui d'à côté de lui, pour le coup. Oui, Koscielny, oui. Sauf que Koscielny, après, il fait parfois des petites fautes que Varane évite de faire.
Mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a une vraie entente. Maintenant, la France a trouvé sa charnière. C'est-à-dire que Varane-Koscielny se comprennent. Et ce qu'on reprochait auparavant à Varane de ne pas être agressif dans les duels, alors là, franchement, aux Pays-Bas, et là, on ne peut plus le reprocher, quoi. Il a été vraiment très, très bon là-dedans. Il commence à évoluer. Il est encore très jeune, hein, mais ça fait tellement longtemps qu'on le voit, mais c'est encore un jeune joueur, mais qui là est en train de s'imposer. Et le fait d'avoir le brassard ou d'être le vice-capitaine quand Lloris est là, ça apporte beaucoup au niveau de sa personnalité. En tout cas, une victoire rassurante, comme je le disais, importante, hein, qui met cette équipe de France sur orbite avant la réception en novembre de la Suède. On écoute la réaction du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Je pense que notre victoire est méritée. Évidemment, on a mieux maîtrisé la première mi-temps, mais paradoxalement, on a eu plus d'occasions de marquer en deuxième mi-temps. C'est dommage qu'on n'ait pas mis ce deuxième but parce qu'on n'est pas à l'abri. Et à la fin, heureusement, Hugo fait cet arrêt qui nous permet de garder la victoire. Voilà, il est très heureux. Alors moi, je trouve qu'il n'a pas le droit de dire c'est dommage qu'on n'ait pas mis ce deuxième but non, mais même, attends, l'équipe s'est repliée, et surtout quand il y a eu un penalty, mais flagrant pour les Pays-Bas et qui n'a pas été sifflé par la... Moi, je l'ai pas trouvé si rassurante que ça, cette victoire. Oui, c'est vrai que, alors vraiment, en plus, en face, pour moi, il y avait quand même Peanuts, pour le coup. Et vraiment, moi, je l'ai trouvé, c'est très triste pour eux, mais bon, on va pas s'en plaindre pour une fois. Mais la vérité, c'est que moi, je l'ai trouvé pas rassurante dans l'esprit, parce que tu venais de voir la Bulgarie où la Bulgarie, ça a continué à jouer, et là, ça s'est arrêté d'un coup. Ça s'est arrêté, ça a été surtout solidaire derrière. Et puis devant, c'est vrai que la double G, comme on dit en Espagne, la double G, Gamero, Griezmann, les deux attaquants, ça a moins fonctionné parce qu'ils n'avaient pas de ballon. Il y avait beaucoup moins de ballons qui sont arrivés vers le devant, quoi. Et ça a été un petit problème pour l'équipe de France. Mais après, Deschamps, enfin, il doit être content. 3 points pris en Hollande, c'est bien. 6 dans la semaine. Non, 6 dans la semaine, et puis 3 points à l'extérieur. Mais après, et je pense que la qualif va se jouer, la première place, donc la qualif directe, va se jouer, comme tu dis, face à la Suède qui a 7 points comme la France. Une victoire contre la Suède, où il y a plus Zlatan Ibrahimovic, et la France, maintenant, c'est le tapis rouge vers la qualification. Et Pogba, il y a eu beaucoup de critiques sur Paul Pogba, et aujourd'hui, et surtout, ces critiques, on les entend encore plus aujourd'hui, après la signature de son contrat énorme pour rejoindre le Manchester United. Il a répondu quand même un petit peu à ces critiques, parce que même son entraîneur, Didier Deschamps, il disait qu'il attendait beaucoup de lui. Mais ça, c'est les joueurs d'aujourd'hui, ils sont un peu susceptibles, moi, je trouve, si tu permets. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont susceptibles. C'est-à-dire que moi, je vois pas ce qu'il y a de scandaleux. Quand Pogba a fait des mauvais matchs, il a été critiqué, et il a fait des mauvais matchs. Beaucoup de mauvais matchs. Beaucoup de matchs avec des positions bizarres. L'Euro, il a fait 20 bonnes minutes sur tout l'Euro. Voilà. Après, on sent un besoin de revanche. Il marque comme ça sur une erreur du gardien, tant mieux. Mais globalement, sincèrement, je comprends pas très bien cette façon qu'on a d'être très très vite vexé, de considérer que c'est un manque de respect d'être critiqué. Pogba, il a pas fait des bons matchs. Pogba, il a, je pense, sur les épaules la lourde somme qu'il a coûté. Et je pense que n'importe quel jeune serait déstabilisé par cette affaire-là. C'est-à-dire la lourde somme qu'il a coûté et que pour l'instant n'est pas méritée, en fait. C'est surtout ça. Pogba, c'est 125 millions. C'est le joueur le plus cher d'euros. Ouais. C'est le joueur le plus cher de l'histoire du football. Et pour l'instant, on a. C'est pas facile à porter, ça. Oui, mais même avant, on faisait des tonnes avec Pogba. Je suis désolé, il n'a jamais été l'un des meilleurs joueurs du monde. On est encore que sur un pari sur l'avenir. Attention, Fred. Pari sur l'avenir. Attention, il est loin d'être un des meilleurs joueurs du monde, bien évidemment. Mais en fait, il est un des meilleurs joueurs vendables du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu prends les 5 ou 6, les Ronaldo, Messi, etc., ils sont pas vendables. Non, mais du temps, on a dépensé beaucoup. On a acheté qui? On a acheté Zidane, champion du monde. On a acheté Cristiano Ronaldo, champion d'Europe de club. Et puis, on pourrait mettre beaucoup d'argent sur qui? Sur Messi. Mais sur Pogba, il y a quelque chose d'indécent dans le prix qui a été lié pour un joueur qui n'est qu'un projet pour l'instant. Et surtout, comme le dit Reda, c'est parce que c'est l'un des rares aussi bons joueurs sur le marché, parce que les autres ne le sont pas. Restez avec nous, on va se retrouver dans un instant pour la seconde partie du club.
Bonsoir les amis, bienvenue à cette seconde partie du club. On va parler maintenant du pays où on pratique le meilleur football de la planète, bien entendu l'Espagne. Mais avant de parler de la Liga, la sélection espagnole engagée également dans ces éliminatoires. La sélection espagnole qui vit bien entendu l'après Vicente Del Bosque avec son nouveau sélectionneur Julen Lopetegui, l'équipe d'Espagne qui a fait match nul le week-end dernier face à l'Italie et qui s'est imposée 2-0 face à l'Albanie. On écoute la réaction du sélectionneur espagnol Julen Lopetegui. C'était 2 matchs importants pour l'Espagne et je suis très satisfait après ces 2 matchs, même si la compétition est encore longue et la sélection a encore à gagner match après match pour atteindre cette Coupe du Monde. Le match nul face à l'Italie et la victoire contre l'Albanie ne veulent pas dire qu'on est arrivé à la Coupe du Monde. Le voyage est encore long pour atteindre la Russie. Pour ce qui est de la question sur le maillot de Piqué, je n'ai absolument rien à dire à ce niveau-là. Voilà donc la réaction de Lopetegui, le jeune entraîneur. Bon, il a 50 ans, mais à 50 ans, on est encore jeune. Bah, oui, bien sûr. Très très jeune. Tu te fais surtout plaisir à Et toi-même. puis jeune de par les clubs, il n'a pas entraîné beaucoup, il a entraîné les Espoirs qui avaient gagné l'Euro en 2013. D'ailleurs, beaucoup de joueurs Espoirs sont aujourd'hui titulaires dans son équipe. Et puis il a eu une expérience plus ou moins réussie à Porto. Donc ça a été un bon gardien de foot, c'était un joueur important en Espagne. Mais voilà, c'est encore un jeune entraîneur. Il a joué au Barça, il a joué au Real, il a surtout été très bon au Rayo Vallecano. Et il a surtout été un très très bon remplaçant. Oui, il a c'est ça. Jamais, Voilà. quand tu nous dis... La science de s'asseoir sur le banc de touche. Voilà, la science de s'asseoir sur le banc de touche. Au Rayo Vallecano, c'était un bon gardien. Je veux dire, c'était pas un joueur de seconde zone. Ça doit quand même pouvoir servir en sélection, de savoir expliquer Non, aux surtout- remplaçants qui pourraient Moi, je pensais que tu allais dire de savoir s'asseoir sur un banc de touche. Non, mais surtout, en fait, il est légitime dans le vestiaire. C'est-à-dire que les joueurs l'apprécient. Et ça, vous savez, aujourd'hui, dans le foot, on a tellement d'ego, tellement de joueurs qui, à 25 ans, à 22 ans, gagnent des fortunes, ou à 20 ans, qu'il faut avoir des gens légitimes. Et lui, il arrive naturellement à imposer son autorité. Et c'est la raison pour laquelle ça marche. Pourquoi? Parce qu'il a parsemé cette sélection, De Gea, Thiago, de joueurs qu'il a eu quand il était sélectionneur des espoirs. Mais le jeu n'a pas fondamentalement changé. C'est toujours le toqué espagnol, mais effectivement, il est en train de renouveler un petit peu cette équipe. Exit, bien entendu, Iker Casillas, qu'il avait ramené lui-même à Porto, Pedro, même cette Fabregas, et on donne les clés du camion aux jeunes. Oui, parce que on peut pas demander aux Espagnols de devenir des box-to-box, comme diraient les amis de Reda en Angleterre, de faire des joueurs ultra physiques. Il y a une formation espagnole, des petits joueurs ultra techniques. Voilà, ça change pas. Voilà, Thiago, la nouvelle génération, c'est un joueur. Voilà, c'est après tu prends Asensio qui a joué avec les Espoirs, mais qui fait qui a de beaux jours aujourd'hui au Real Madrid et qui a déjà été sélectionné en équipe A de la sélection espagnole. Voilà, ce sont des joueurs qui ont des caractéristiques techniques. On va pas faire évoluer le jeu. Par contre, l'autre jour, il a joué qu'avec 3 défenseurs, parce qu'il estimait que l'Albanie allait être très très défensive, etc. Il est capable peut-être de prendre un peu plus d'initiative, de casser un peu plus le moule que pouvait ne le faire Del Bosque, qui est un homme fabuleux, mais qui était plus là pour inventer le football. Voilà, on a une jeunesse une fraîcheur chez Lopetegui qui est quand même de bon augure. En plus, ça marche. Et ça marche, pourquoi ça marche aussi? Parce que Lopetegui, il a la confiance aussi du vestiaire, et ça c'est très très important. Il connaît, comme tu le dis, maintenant le noyau dur de cette sélection. On va, mon cher ami, rester en Espagne, n'en déplaise à Reda, parce qu'il nous reproche toujours de subir, bien sûr, cette du football espagnol. Ce sont des périodes. Et là, on est dans... Tu vois, il y a eu l'ère glaciaire, tout ça, c'est l'ère de la Liga. J'espère que ça va durer moins longtemps. Pas sûr. En tout cas, le diktat de la Liga, on est obligé aujourd'hui, Reda, de le subir. On est même payé pour, parce que notre ami Frédéric Hermel est là. C'est l'honneur de venir. Voilà, exactement. Et avant donc de donner la parole à
à Fred. Avant rien du tout, il faut qu'il prenne la parole tout de suite. Non, on va d'abord voir ce sujet consacré à cette mauvaise passe du Real Madrid. Hein. Ça fait désordre quand même, le Real qui reste sur 4 matchs sans victoire. C'est bien sûr une série, comme je le disais, qui fait désordre. Et Zinedine Zidane, on est conscient. Zinedine Zidane, pour qui peut-être, on en débattra avec toi, l'état de grâce est terminé. On regarde le sujet, on débat tout de suite. Il avait habitué le Santiago Bernabéu à la réussite. En 6 mois, il avait réussi à entrer dans l'histoire, remportant une Ligue des Champions dès son arrivée sur le banc du Real Madrid. Mais quand on endosse le costume du coach de la Maison Blanche, on le sait très bien, les difficultés arrivent un jour ou l'autre. 4 matchs nuls d'affilée, 3 en Liga et 2 de suite à domicile. Ce n'était pas arrivé depuis avril 2011. Impossible à encaisser pour le champion d'Europe en titre. Zinedine Zidane semblait l'avouer lui-même après la rencontre de son équipe face à Eibar. Forcément pas content. Et après, est-ce que c'est le moment le plus difficile? Non, parce qu'il y a eu ce moment-là aussi quand je suis arrivé, quand on a perdu ici contre l'Atlético. Donc il y a eu deux matchs nuls aussi à l'extérieur. C'est un moment compliqué, mais bon, ça va pas me déconcentrer, ça va pas me faire espérer que justement en fait on a une équipe et on a un groupe pour justement superar tout ça. Et c'est ce qu'on va faire. De toute façon, il n'y a pas d'autre remède de toute façon. Certes, le Real Madrid est toujours invaincu cette saison, mais statistiquement, avec 4 victoires et 3 nuls, l'équipe de Zinedine Zidane et celle de Rafael Benitez en 2015 réalisent pour l'instant le même démarrage en championnat. Relancer un collectif, c'est l'objectif de Zinedine Zidane qui a su jusque-là travailler avec les individualités. L'état de grâce semble donc presque terminé. Au Real de nous prouver le contraire samedi sur la pelouse du Betis Séville. Alors, est-ce la fin de l'état de grâce, Fred? Oui, l'état de grâce, oui. Oui, parce que la saison avait vraiment bien démarré, avec déjà un nouveau titre. Hein, la conquête de la Supercoupe d'Europe, c'est pas rien. C'est un petit titre, mais enfin, une saison qui démarre par un titre, c'est important. Donc, ça a bien démarré. Tu es sérieux, là? Oui, on parle du plus grand Frédéric Hamel, tu es sérieux? Je suis sérieux. Non, mais je suis sérieux. Ah, il compte tout. Non, excuse-moi, une Supercoupe d'Europe, tu commences ton premier match officiel, tu gagnes un titre. Donc ça démarre bien. Ensuite, tes rivaux perdent des points. L'Atlético et le Barça, ils perdent des points. Donc tu es content. Donc il y avait un état de grâce. Ah, sauf que l'état de grâce a été brutalement coupé par ces 4 matchs nuls. Alors Zidane, lui, fait une grande différence. Et je pense qu'on a raison entre les 3 nuls de la Liga et le nul à Dortmund. Oui. Parce que le nul à Dortmund, c'est quand même un très bon match. Le Real n'a rien à se reprocher. Par contre, les 3 nuls à Las Palmas, et surtout les 2 contre Villarreal et contre Eibar, là, ce sont les joueurs qui commettent une grave erreur. Il y a une sorte de blocage que Zidane, lui, pense être un blocage psychologique. C'est qu'il démarre très mal les matchs. Le Real offre 45 minutes à son adversaire. Cadeau. Alors après, le problème, c'est que l'adversaire, il en profite pour marquer un petit but. Et après, il faut faire des efforts. Le trait, bah oui, c'est des cadeaux. Il devrait pas. Ils sont pas comme toi. Et donc, ils perdent de l'énergie à essayer d'égaliser, et puis ils égalisent, et puis après, ils n'arrivent pas à gagner. Et ça, c'est un problème. Bon, le fait que cette Liga soit très compétitive et que tout le monde va perdre des points, fait que le Real, en ayant perdu 6 points en Liga en cette journée, ce qui est énorme, est co-leader. Mais ça fait des ordres. Oui, l'état de grâce est terminé. Mais qu'est-ce que ça peut être, ce blocage psychologique dont tu parles? Pardon, Alain, je pose des questions à ta place. Sache que je serai bientôt à ta place. J'en ai parlé avec Zizou la semaine dernière. J'étais avec lui dans son bureau et on en a discuté. Et il expliquait tout simplement que ça ne pouvait pas être physique parce que voilà, il a fait leur calcul. L'infirmerie est pleine. Voilà. Après, il y a des joueurs importants quand t'as pas Casemiro, quand t'as pas Modric, qui est l'un des meilleurs milieux de terrain. Et quand t'auras pas Sergio Ramos aussi, pour un mois pratiquement. Ouais, c'est vrai que c'est un problème tout ça. Mais après, voilà, lui, il est un petit peu inquiet, mais il n'est pas nerveux. Mais comment l'expliquer ça, juste une petite parenthèse avant de revenir au cas Zidane? Comment expliquer cette hécatombe, en tout cas, dans le vestiaire du Real Madrid? Alors, il faut bien dire une chose, il y a eu des hécatombes, notamment l'année dernière et l'année d'avant, et c'était des blessures musculaires. Donc c'est la préparation physique qui était en cause. Là, on parle de blessures traumatiques. C'est-à-dire, Modric, il a pris un coup au genou. Casemiro, il a pris un coup sur le tibia et une fissure. Ramos,
Simplement, là, il s'est tordu la cheville en retombant. Donc, c'est pas des blessures liées à une mauvaise préparation physique. C'est simplement la faute à pas de chance. Et au fait que les joueurs du Real, voilà, ils sont importants dans leur sélection et ils peuvent prendre des coups aussi. Fred, ce que tu dis, bien sûr, l'hécatombe, plusieurs joueurs sont blessés, cet argument, il est recevable face à Dortmund. Pas face à Eibar. Non, on est d'accord. Face à Las Palmas, un grand club comme le Real Madrid se doit d'avoir, bien sûr, des pièces de rechange pour battre ne serait-ce que Eibar à domicile. Mais il y a aucun doute. Le problème d'Eibar, ce n'est pas la deuxième mi-temps, c'est la première mi-temps. Le problème de Villarreal, c'est pas la première mi-temps, c'est la deuxième mi-temps. C'est pas la deuxième mi-temps, c'est la première mi-temps. C'est-à-dire, à partir du moment où le Real démarre mal ses matchs, le Real se met en difficulté. Et là, le problème que doit résoudre Zidane, et lui est persuadé qu'il va trouver la solution, c'est de mieux démarrer les matchs. Alors, il va beaucoup parler. Il a demandé, juste avant le départ en sélection, il a demandé aux joueurs de réfléchir. Et finalement, le Real se plaint souvent quand il y a ces breaks internationaux. Ouais. Dans ce cas, c'est pas plus mal de couper une dynamique négative comme ces 4 nuls consécutifs. Et de se changer, bien sûr, les idées, Julie. Non, j'avais une autre question. Ça, tu penses qu'il saura le faire, justement, cette amélioration psychologique, en quelque sorte, ce réglage? Oui, parce que je lui ai posé la question. Les gars sont avec lui. Et comme il dit toujours, moi j'ai 17 ans de vestiaire derrière les épaules, là, et donc je sais comment ça fonctionne. Et si les gars n'étaient pas avec moi, n'étaient pas impliqués, si mes joueurs n'avaient plus envie de gagner, n'avaient plus faim de victoire, après avoir gagné quand même la Ligue des Champions, eh ben je serais inquiet parce que ça voudrait dire qu'on ne va pas y réussir. Alors que là, il est sûr et certain de l'implication des joueurs, donc ils vont trouver la solution d'une manière ou d'une autre. Donc, il ne faut pas être très inquiet. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters du Real Madrid au Maroc. Il ne faut pas être très inquiet. Alors, s'il n'y a pas victoire à Séville contre le Betis samedi soir, j'aurais peut-être pas le même discours. Mais en haut, combien de temps on lui donne? Voilà, c'est ça. Zidane aura toujours un peu plus de marge qu'un autre entraîneur parce que c'est Zidane, parce que le public sera avec lui et que je pense sincèrement que si le Real continue d'accumuler des mauvais résultats et que les joueurs ne se défoncent pas sur la pelouse, ce n'est pas forcément Zidane qui va être accusé, mais les joueurs. Parce que, vous savez, le Real, on a souvent vu ces joueurs parfois qui mettent du temps à se motiver dans une rencontre. Ouais. C'est un mal qui n'est pas nouveau, mais on attend de Zidane de le régler. Mais si ça continue à pas marcher, s'il y a des défaites, si le Real perd beaucoup de points contre le Real, contre le Barça, et ben comme Zidane l'a dit lui-même, eh ben je me ferai virer. Il a dit d'ailleurs la semaine dernière dans l'entretien qu'il a accordé à son meilleur ami Christophe Dugarry. Non, 2 choses. On parle de crise, tout ce que vous voulez. Enfin, ils sont pas non plus relégables, quoi. Non, ils sont leaders. Voilà, ils sont leaders, ils sont premiers de co-leader en Ligue des Champions, co-leader en Ligue 1. Maintenant, ce qu'il y a sur Zidane, c'est qu'il y a Zidane. Enfin, moi, je l'ai jamais rencontré, mais enfin, non, jamais. Tu peux voir avec Fred. Hein. Voilà, il va nous organiser ça. Non, par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on avait laissé un joueur, incroyable, un génie, balle au pied, quelque chose d'extraordinaire, un des meilleurs joueurs du 21e siècle, tout simplement. Et en même temps, on avait cette réserve-là par rapport à ce que Zidane, c'est quelqu'un qui sera dans la transmission. Est-ce que Zidane est un leader déjà? Parce qu'on avait l'impression qu'au niveau des vestiaires même de l'équipe de France, il n'était pas celui qui parlait. On sent un peu, très souvent, on sait aujourd'hui les joueurs qui sont sur le terrain aujourd'hui et qui vont être sur le banc de touche demain. Effectivement. Voilà. Et Zidane, sincèrement, moi je le voyais pas. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, Zidane donnait un coup de boule, il faisait le geste le plus incroyable. Il y a 10 ans, Zidane voulait pas être entraîneur. Je pense que lui-même, c'est ça, voilà. C'est bien ça ce que je dis. C'est un destin inattendu. Voilà. Que d'après ce que j'ai lu, il a parfait avec une formation, un travail vraiment. Il a beaucoup travaillé. Voilà. Et que donc aujourd'hui, le Zidane qu'on a sur le banc de touche, il faut déconstruire un peu l'image du joueur un peu impulsif, surdoué, mais très discret, très timide, qui transmettait pas grand-chose en dehors du terrain, Zidane, en vérité. C'est la vérité. Il ne transmettait pas grand-chose devant les caméras. Non, à nous, au public. Oui, au public. Parce que lui, il ne maîtrisait pas ça. Aujourd'hui, il a appris à le faire. Voilà. Et puis surtout, mais c'est ce qu'on va voir. Il a 44 ans. Hein. C'est ce qu'on va voir. Il a pris de la bouteille, hein. Donc on parle avec plus d'assurance quand on a 44 ans que quand on a 24 ans. Petite bouteille. Aujourd'hui, pour répondre à ta question sur l'état de grâce, c'est quoi l'état de grâce? L'état de grâce, c'est quand tu es dans une situation où quoi que tu fasses, ça marche. Ça marche, ou si ça marche pas, on te pardonne.
effectivement, c'est fini. Mais de toute façon, ça serait terminé. C'est une question de temps. Parce qu'à un moment ou à un autre, là, aujourd'hui, il va tomber dans le panier des entraîneurs du Real Madrid, c'est-à-dire avec un public super exigeant, avec une presse qui va surveiller les moindres mots, et d'où le délire des machins, etc. Enfin, le truc espagnol, quoi. Voilà. C'est pas qu'espagnol. Dis pas de mal de l'Espagne. Voilà. Donc, le commentaire de tout ce qui est autour du foot, etc. Bref. Et on a aujourd'hui un jeune entraîneur qui a devant lui son premier problème à régler. Voilà. Mais moi, je ne sais pas s'il va savoir le régler. Di Matteo, après tout, a aussi gagné une Ligue des Champions en venant en cours de saison. Mais Di Matteo, on n'en a pas fait un cador du banc de touche. Mais Di Matteo, c'était voilà. Chelsea, Zidane, il est au Real. Justement, c'est plus facile peut-être de gagner la Ligue des Champions au Real qu'à Chelsea. Voilà. On dit la même chose. Oui, enfin, mais... Fred, tu penses quoi de ce que vient de dire Reda? Je pense qu'il je pense qu'il va être agréablement surpris par Zidane parce que, en fait, il est tellement réfléchi, il communique tellement dans le vestiaire, il communique bien en plus devant les médias, parce qu'il a appris ça, mais surtout, il sait parler aux joueurs. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui lui a donné envie de faire ça? Parce que clairement, en 2006, il n'est pas dans cette logique. Je vais vous raconter une petite anecdote, parce que je suis un vieux maintenant. Son fils. Novembre 2005, après l'entraînement, il était encore joueur, j'attends, on discute, et là, on parle de son avenir, on sentait que c'était bientôt la fin de sa carrière, et je lui dis, mais Zizou, toi, être entraîneur, ça te dirait? Il fait, moi, entraîneur? Jamais. C'était impensable pour lui. Mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il a évolué, il a été séparé du foot pendant un moment, il a eu envie de revenir vers le foot, il a pensé être directeur sportif, il a touché à tout, il a appris, puis il s'est dit, non, moi c'est le vestiaire. Et c'est le vestiaire, c'est les joueurs et c'est le terrain comme entraîneur. Tu as vu l'histoire de Zidane, comme c'est un aller-retour, hein. Il part de l'équipe de France, il revient, il veut pas être entraîneur, il finit entraîneur. C'est un sacré destin. Et c'est un bonhomme qui, pour moi, par rapport au niveau de médiatisation, au temps qu'il a passé sur les écrans et au temps que j'ai passé moi à le regarder sur un écran, ça reste pour moi un mystère. Je le dis avec un vrai mystère humain. Humainement, c'est quelqu'un qui est quelqu'un de bien, vraiment. J'ai cette chance de le connaître, de le fréquenter depuis 15 ans. Mais c'est quelqu'un qui est conscient de son image et qui sait qu'il doit se protéger. Et il fait très attention dès qu'il y a un micro, dès qu'il y a une caméra. Parce qu'on est capable de retourner tout ce qu'il dit et de manipuler ses déclarations, donc il fait très attention. Julie. Dans tout ce que tu me dis, en fait, j'ai l'impression que là où il peut peut-être réussir, où quelqu'un d'autre échouerait, c'est justement dans la pleine conscience de soi, en fait. La conscience de son poste, de se dire c'est ça aujourd'hui, ça ne le sera peut-être plus demain, la conscience de ses joueurs, la conscience effectivement de son image. J'ai l'impression que c'est ça qui le différencie. Depuis 15 ans au Real Madrid, c'est le club le plus important du monde, mais c'est le club le plus difficile au monde. Et lui n'est dupe de rien. Il connaît parfaitement tous les enjeux au Real Madrid. Il connaît les jolies choses et puis les choses par derrière qui sont pas toujours très jolies. Et ça, Zidane est prêt à diriger ce club parce qu'il le connaît. Et ça, c'est un avantage énorme. Rapidement, Fred, cette série de 4 matchs sans victoire intervient, bien sûr, avec cette fâcherie, avec l'idole du stade Santiago Bernabéu, Ronaldo. Est-ce qu'il y a un lien? C'était pas une fâcherie. C'est simplement un entraîneur qui a eu le courage d'imposer ses idées et d'imposer à Cristiano ce qu'il y avait de mieux pour Cristiano, c'est-à-dire de se reposer 20 minutes. Et puis, il n'était pas bon sur la pelouse. Donc, il n'a pas l'air de l'accepter très bien. Il accepte très mal. Sauf que 3 jours après, Cristiano fait un excellent match à Dortmund et que dès qu'il a terminé, il va chercher Zidane et il lui tape dans la main pour que tout le monde voit. Même ici, du côté de Reda, de Jalal, on a vu, pour que tout le monde voit bien qu'il n'y a pas de problème. Mais Zidane, on enlève la main de la bouche. Lors de l'interview avec Dugarry, sur RMC, à laquelle j'ai eu l'occasion de participer, on a posé la question. Il dit mais bien entendu que j'attendais ça de Cristiano et il va toujours réagir comme ça quand je vais changer. Sauf que quand je vais considérer qu'il faut le changer, je le remplacerai. Avant de se quitter, mes amis, retour sur la bande-annonce de l'émission Le Club, diffusée sur Médien TV. Là, je vais vous passer un petit moment du making-of, un petit moment, on va dire, délicieux du making-of, signé notre invité aujourd'hui, Frédéric Hermel. On regarde. Dring, dring, dring. Si, Jalal. Listo. Mais Fred,
Mais est-ce que tu sais que tu es magnifique? Mais c'est chez moi, ça. Et ce chapeau magnifique que tu m'as offert. Voilà. Ce que j'aimerais toujours savoir, très fier c'est du tarbouche vraiment- marocain. Ah ben, c'est un tarbouche magnifique. Mais non, juste le scénario, le drink, j'ai... Non, c'est pas le drink. Ce qui est quand même assez, pardon Fred, affligeant. C'est le moment de stupéfaction au moment de la sonnerie. C'est-à-dire que chez toi, dès que le téléphone il sonne, t'es stupéfait. Non, mais quand je sais que l'appel vient du Maroc, il se passe quelque chose. Non, mais c'est acteur studio, voilà. J'ai d'autres qualités que celles de journaliste sportif. Eh oui. En tout cas, on te remercie beaucoup, monsieur Dring, Un grand honneur d'être avec vous ce soir, vraiment. répondu à notre invitation. Et franchement, beaucoup de gens, quand on a annoncé l'arrivée de Fred Hermel, parce que beaucoup de gens suivent Fred Hermel sur Twitter, et ils disent, est-ce qu'il sera là physiquement? Et effectivement, il est là. Il faut dire qu'il y a du monde, il y a du monde qui l'attend dans la rue. Et là, bien sûr, on a engagé des gens de la sécurité pour assurer la sortie du studio de Frédéric Hermel. Merci beaucoup, Reda. Merci beaucoup à Julie. On va bien entendu tous se retrouver la semaine prochaine, mardi prochain. C'est la fin de cette édition de Le Club. Merci beaucoup, Fred. Reviens aussi. Et au plaisir de te retrouver ici, sur le plateau du Club, mais aussi sur les ondes de Média, dans l'après-match et l'avant-match. C'est la fin de cette édition du Club. On va bien entendu se retrouver mardi prochain. Merci aussi aux techniciens et aux réalisateurs, le coach du Club, Hicham Abdrahim. Ciao. Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, l'esprit sportif.